L'émission Striptease, programme culte diffusé de 85 à 2012, d'abord en Belgique puis en France, arrive sur grand écran. Ni juge ni soumise, en salle aujourd'hui, est un document noir, cruel et grinçant dans lequel on découvre une juge bruxelloise à la personnalité hors du commun, une sorte d'héroïne de la réalité que l'on suit au cours d'enquêtes criminelles, d'auditions et de reconstitutions de scènes de crime. Un ovni cinématographique dont les deux réalisateurs Jean Libon et Yves Inan disent « ce n'est pas du cinéma, c'est pire ». Alexandra Roux. On a découvert cet ovni télévisuel en 1985 sur la RTBF, puis en 92 sur France 3. Striptease, l'émission qui vous déshabille, a compté 870 numéros. Il débarque pour la première fois au cinéma avec Ni juge ni soumise. Yves Inan et Jean Libon ont suivi pendant 3 ans la juge d'instruction Anne Gruet. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 € par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite. Cette juge, c'est un personnage extraordinaire que la fiction n'aurait pas pu créer. Sa nature surprenante, nous avons pu la vérifier lors de son passage à Paris. La seule chose que je sais, c'est que demain, je dois être à Bruxelles pour acheter du pain pour vendredi. Non, mais il se fait que j'ai bouffé la dernière tartine ce matin. Tout bêtement. Sans personnage, il n'y a pas de film. Donc c'est pas, il faut l'histoire évidemment, mais surtout il faut un personnage qui puisse porter l'histoire. L'authenticité des personnages a toujours été la marque de fabrique de Striptease. Côté méthode, toujours la même, une seule caméra, aucune mise en scène et beaucoup de temps. Pour Jean Libon, créer Striptease était une manière de mieux rendre compte de la réalité. L'écriture de Striptease est d'une énorme frustration. On avait toujours l'impression, j'imagine un peu comme vous, on devait toujours raconter une autre histoire que celle qu'on voyait. Donc on s'est dit à un moment, plutôt que d'aller courir au monde dans des langages qu'on ne connaît pas, des langages parfois un peu bizarres qu'on ne connaît pas, restons près de chez nous et passons plus de temps avec notre voisin, etc. Et foutons à la porte tous les trucs de télévision ou de cinéma, c'est-à-dire la musique, le commentaire, en fait, toutes ces merdes qui vous prennent toujours pour des imbéciles. C'est vrai que la branlette, on s'en lasse pas, absolument pas. Moi, chaque livre, je sais que je n'ai aucun problème. Il suffit de le feuilleter et voilà. Quoi. Le commentaire, ça indique déjà ce qu'on pense de ce qui se passe. Avec le commentaire, la voix, on sent déjà ce qu'il y a derrière. On aime, on n'aime pas, on est indifférent par rapport à quelque chose. Se passer de commentaires, c'est laisser les gens voir une certaine partie de la réalité et surtout que les gens aient un avis totalement différent sur ce qu'ils voient. Moi, je trouve que le commentaire éteint toute discussion. Et un jour, on reçoit une des premières lettres qu'on a reçues où les gens nous disaient, voilà, on regarde votre émission, 3 générations, les grands-parents, les parents et les enfants. Et quand c'est fini, on ferme la télé et on s'engueule. C'est formidable. Hey, qu'il n'y a pas de pommes sur la terre, on était tous heureux. Quoi? Ouais. Mais faut toujours avoir des pommes sur la terre. On se tous occupés de se faire une branlette. Pour ce qui est des anonymes, la question est comment reste-t-on naturel quand le bouton rouge de la caméra est allumé? Anne Gruet a-t-elle notamment réussi à l'oublier? Il est évident qu'ici, nous sommes en train de parler, nous ne pouvons pas oublier la caméra, nous ne pouvons pas oublier le public qui éventuellement se trouve derrière la caméra et les gens qui vous regardent parce qu'elle est omniprésente. Dans mon bureau, ce qui se joue, c'est la liberté d'un homme. C'est la question de savoir, pour cet homme-là, est-ce que je vais ou non immédiatement en prison? Est-ce qu'en conséquence, je perds tout? C'est-à-dire mon appartement, ma femme, mes enfants, mon boulot, etc. Et moi, de l'autre côté, je dis, ce mec est en train de jouer effectivement son lendemain immédiat. Et je dois faire attention. On n'a pas le temps pour la caméra, en d'autres mots. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense et que je suis parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Si vous en souhaitez la démonstration, femme, Madame la Présidente. Je le fais immédiatement. Mais non, je ne peux pas. Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Les réalisateurs n'ont alors plus qu'une chose à faire, se laisser surprendre. Ça va être très simple. Ah, c'est vrai, vous avez raison, Madame la Présidente. Ce qu'on attend, c'est toujours l'imprévu, puisque la réalité est tellement plus forte que la fiction. Et en fait, c'est même pour le personnage d'Anne, les séquences fonctionnent, il y en a dans le film, enfin j'espère beaucoup, mais où elle découvre, elle n'est pas prête. Voilà, face à quelque chose d'imprévu, forcément c'est meilleur. Et pour terminer, on a posé la question qui fâche, en quoi Striptease, c'est différent de la télé-réalité? La télé-réalité, c'est comme un scénario bidonné au départ, avec des gens
qui n'ont rien à foutre là, qu'on met ensemble, avec 46 000 caméras qui filment ça. Nous, on est juste à l'inverse, c'est-à-dire qu'on cherche une vraie réalité qu'on ne bidonne pas, et qu'il y a une caméra qui filme ça, on est vraiment juste, dans toute écriture, juste à 180 degrés de ça. Et les gens qui disent qu'ils confondent cette réalité, soit ils sont cons, soit ils sont malhonnêtes. Partant de cette idée que la caméra est oubliée et que la scène qui est la réalité et la vraie scène, cela devient le témoignage de ce que le juge d'instruction peut rencontrer comme misère humaine éventuelle. Si vous vous écartez, si vous me trahissez, alors je peux vous gérer de la prison, c'est rien à côté de moi.